Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdomadaire du samedi. On va parler encore une fois du marché des cryptos. On va voir ce qui s'est passé cette semaine. Est-ce que l'on est dans le bull market ou pas? Est-ce que tout est invalidé? Est-ce qu'il faut tout revendre, tout acheter? Bref, ça c'est des questions que tout le monde se pose actuellement. En tout cas, tous les investisseurs qui s'intéressent de près au marché des cryptos. Donc on va y répondre. Et dans une deuxième partie, on va suivre un petit peu ce qui se passe sur le marché des actions, puisque le sentiment de marché ne se dégrade pas, bien au contraire, il est plutôt bien orienté. Et je vous ferai un cas pratique d'une prise de position que vous pouvez d'ailleurs prendre lundi, mardi ou mercredi, enfin en début de semaine prochaine. Et je vous expliquerai un petit peu le degré de qualité de cette opportunité et comment justement analyser le degré de qualité d'un trade. Et ce degré de qualité, vous pouvez le reporter sur n'importe quel type d'actif, que ce soit les cryptos, que ce soit le forex, que ce soit n'importe quoi. Quelle que soit l'unité de temps aussi, je vais vous résumer tous les éléments qui doivent être présents sur un graphe pour une prise de position et qu'est-ce qui fait qu'une prise de position est de qualité supérieure, moyenne ou basse. Donc restez bien accrochés jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez certainement apprendre beaucoup de choses. Dans le Trader Mindset de cette semaine, on va parler d'un chantage fiscal qui s'est passé dans la vie d'un richissime client d'avocat fiscaliste, et vous allez voir en quoi sa vie a basculé suite à ça et comment est-ce qu'on peut tirer une leçon de cette histoire. Donc hier, tout simplement, j'ai entendu un avocat fiscaliste qui parlait d'un problème d'un de ses clients richissimes. Donc quand on assiste à ce genre de scène, il est facile de se dire ok, bon, ce client, il a tout l'argent du monde, il abuse un petit peu, il n'a pas vraiment de problème, on peut résoudre tous les problèmes avec de l'argent. Et puis, du coup, très rapidement, quand même, la curiosité nous empare, et puis on se dit, bon, allez, quel genre de problème doit gérer une grande fortune? Ça reste quand même un petit peu intéressant. Eh bien, en arrivant au rendez-vous de ce richissime client chez son avocat fiscaliste, voilà ce qui s'est passé. Donc ce client, il avait 80 ans, il était très excité, très remonté, et ses paroles étaient les suivantes. Maître, il faut tout organiser au Liechtenstein, dans les îles Caïmans, au Luxembourg. Ma fille va tout me prendre, elle me fait un chantage et elle me vole plein d'argent. Pendant ce grand galop verbal de 10 minutes, l'avocat fiscaliste ne l'interrompit pas. Puis vint le moment où il put enfin en placer une et lui répondre « Monsieur, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que tout l'argent que vous vole votre fille n'est rien d'autre que le symbole de l'amour que vous ne lui avez jamais donné ?» Le client ne prit pas compte de cette remarque et repartit fusil au point pour 15 minutes de verbillage supplémentaire. Et puis il finit par s'arrêter un court instant et répondit à son avocat « Maître, quand même ce que vous m'avez dit tout à l'heure m'interpelle. Je reconnais que jamais je n'ai accordé le moindre regard à ma fille, j'étais toujours en voyage d'affaires et je m'occupais toujours de mon business. » En sortant de ce rendez-vous, le client richissime eut un très beau réflexe en téléphonant à sa fille pour l'inviter à dîner le soir. Il lui présenta ses excuses pour tout le mal qu'il lui avait fait. Par la suite, plus jamais cet homme n'a fait l'objet du moindre chantage fiscal ni du moindre vol de la part de sa fille. Alors, j'espère que cette petite histoire vous a plu parce qu'elle est riche d'enseignements. Chaque jour, l'espèce humaine traîne un boulet à son pied en voulant monter un long escalier. Donc, que l'on soit riche, que l'on soit pauvre, que l'on soit grand, que l'on soit petit, que l'on soit du nord, que l'on soit du sud, il y a vraiment un dénominateur commun qui nous réunit tous, littéralement tous, c'est la gestion des emmerdes. On y passe tous, on a tous des problèmes, on a tous des emmerdes à gérer chaque jour. Quel que soit notre référentiel de vie, ce dernier vient avec son lot de problèmes à affronter. Et c'est ce qui fait que nous sommes en train de gravir, ou au contraire, en train de descendre les marches de l'escalier de notre vie. Être en ascension ou en régression sur l'escalier de sa propre vie se résume juste à notre capacité à vivre, à accepter et à gérer ses problèmes. Chaque fois qu'une problématique se pose, en gros tous les jours, nous faisons face à 3 choix possibles. Le premier choix, c'est celui de la régression, c'est-à-dire on renonce à régler le souci.
C'est littéralement ce qu'on pourrait appeler la technique de l'autruche. Nous faisons comme si le problème n'existait pas, alors que nous sommes conscients de son existence, puisque c'est à cause de lui que l'on se retrouve la tête dans le sable et les fesses à l'air comme une autruche. C'est l'approche la plus rapide pour redescendre d'une marche dans l'escalier de sa propre vie. On ne supporte tout simplement pas ce nouveau référentiel de vie et ses contraintes. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On préfère revenir à l'ancien référentiel qui nous paraissait plus douillet et plus paisible. Deuxième possibilité qui s'offre à nous, c'est ce qu'on appelle la stabilisation. Donc on va tenter de résoudre un problème dans son contexte de création. C'est un petit peu ce qu'a tenté de faire le client de l'avocat fiscaliste, le client richissime. Il avait un problème de protection de sa fortune, donc il allait voir un avocat fiscaliste pour résoudre ce problème. S'il était allé jusqu'au bout de cette procédure, de cette démarche, il aurait probablement réussi à soigner cette plaie avec un beau pansement qui collait pile poil à la dimension de sa plaie et qui stoppait le saignement. Mais il n'aurait jamais gravi cette marche de l'escalier de sa vie et du coup, il n'aurait jamais pu expérimenter la puissance de l'amour entre un père et une fille. Donc la stabilisation, ça revient simplement à résoudre un problème avec les outils, les éléments du contexte de création de ce problème. Donc ça, c'est la deuxième façon de gérer les emmerdes. Et la troisième façon, qui est beaucoup plus vertueuse, mais beaucoup plus compliquée, c'est l'évolution. Donc l'idée là, ça va être de prendre de la hauteur pour résoudre le problème, mais en dehors de son contexte. Et ça va être vraiment l'approche la plus déstabilisante à adopter, parce qu'elle réclame de prendre de la hauteur et littéralement de se décorporer de la situation pour atteindre un référentiel supérieur. Donc l'idée, c'est vraiment d'analyser la situation depuis les cieux, vraiment avec beaucoup de perspectives. Donc ça, effectivement, ça ne marchera pas à tous les coups. C'est pas parce qu'on arrive à prendre de la hauteur sur une situation que l'on va forcément résoudre le problème. Mais c'est cette dynamique mentale qui nous permet de régulièrement gravir une marche qui sera elle-même responsable de notre sentiment de bonheur. Car toutes les études qui ont été menées sur le bonheur, il y a un élément qui est vraiment central à cette sensation de bonheur. Faut savoir que le bonheur, c'est une réaction chimique que l'on est capable de sécréter à chaque fois que l'on se sent en progression dans sa vie. Donc l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on gravit une marche de l'escalier de sa propre vie, on sécrète cette réaction chimique qui est ce qu'on perçoit comme le bonheur. Donc même s'il ne s'agit que de toutes petites marches d'escalier, cette ascension, si elle est régulière, elle nous permet d'atteindre une forme d'Everest en fin de vie grâce à l'effet cumulé, tout en ayant cette perception du bonheur au quotidien. Donc maintenant, on va essayer de faire le parallèle entre ces trois façons de gérer les emmerdes et la spéculation. Donc comment est-ce que l'on pourrait spéculer dans un contexte supérieur? Comment est-ce que ça marche? Comment est-ce qu'on peut appliquer cette théorie à la bourse? Alors, en spéculation, les problèmes sont ressentis lorsqu'on a une série de trades perdants qui est enregistrée ou lorsque l'on vit un cycle de marché où on a peu d'opportunités qui se présentent. Donc le premier choix, celui de la régression. Le boursicoteur change typiquement de stratégie, donc à chaque fois qu'il a ce problème-là, il va changer régulièrement de stratégie en espérant trouver autre part le Graal, c'est-à-dire la fameuse approche boursière qui marchera tout le temps. Bien, hélas pour lui, c'est un leurre dans lequel il va tomber, dans lequel tombent de nombreux spéculateurs qui au final connaissent tout, ils connaissent toutes les stratégies, mais ils ne maîtrisent finalement rien. Ils n'en maîtrisent pas vraiment une en particulier, ils ne connaissent pas les bons et les mauvais côtés, ils ne savent pas comment rester en retrait et comment être agressif sur une stratégie. Bref, ils sont toujours à la recherche d'un leurre qui n'existe pas. Ensuite, le deuxième choix, c'est le choix de la stabilisation. Donc on choisit une stratégie et on s'y colle. Donc c'est probablement l'étape la plus difficile à surmonter pour les nouveaux spéculateurs, c'est-à-dire ceux qui ont moins de 2 ans de bouteille sur une approche en particulier. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on est un spéculateur qui a moins de 2 années d'expérience, mais qu'on reste collé à cette stratégie, on continue à avoir du mal à accepter de vivre ces fameuses périodes de disette ou ces fameuses périodes où on va enregistrer une série de trades perdants. Pourtant, elles sont obligatoires, ces périodes.
Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va se mettre à douter de notre stratégie, mais pour autant, on ne va pas la lâcher. On ne va pas lâcher tous nos acquis, on ne va pas lâcher notre routine. Et d'ailleurs, c'est exactement de cette manière que l'on peut accéder au statut d'expert en une stratégie. Et être un expert sur une stratégie, eh bien, ça ne suffit pas. Parce que être en lutte avec chaque trade lorsque un contexte de marché difficile se présente, eh bien ça, cette lutte, cette émotion, ça n'a rien à voir avec le fait que l'on soit expert dans une stratégie. Vaincre ce combat, cette lutte émotionnelle, réclame une forme de lâcher prise et d'acceptation de la réalité des marchés. C'est-à-dire que les marchés sont cycliques et le fait que la distribution des performances des trades est aléatoire. C'est pas un trade gagnant, un trade perdant, 2 trades gagnants, un trade perdant, 3 trades gagnants, un trade perdant. Non, des fois il y a des séries de trades gagnants, des fois il y a des séries de trades perdants et ça c'est complètement distribué de manière aléatoire. De même que la taille des gains dépend des cycles de marché et ces cycles de marché sont aléatoires. Autrement dit, pour accéder au référentiel donc supérieur, il faut lâcher prise sur les éléments dont nous n'avons pas le contrôle, à savoir les trades aléatoires et les cycles de marché. Donc là, si on n'est pas capable de lâcher prise de ce deuxième point de vue, on est simplement en train de stabiliser sur notre marche d'escalier, notre spéculation. C'est-à-dire qu'on acquiert de plus en plus de compétences, d'expérience, on est en train de devenir un expert dans notre stratégie, on continue nos routines, mais par contre, on n'accède pas au level supérieur, au niveau supérieur. Donc, comment accéder au niveau supérieur? À savoir, continuer à gravir des marches sur l'escalier de sa vie de spéculateur et donc faire le choix de la progression. Alors, le spéculateur, là, quand on est dans le choix de la progression, le spéculateur va décider de lui-même de naviguer sur un référentiel supérieur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le spéculateur, il va cultiver chaque jour une vision à 1000 trades, alors même qu'il avance avec une loupe trade après trade. Et je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente. Ça veut dire que c'est un petit peu comme si vous étiez en train de construire la pyramide de Gizeh, mais que vous deviez focaliser votre attention sur petit caillou après petit caillou, marche après marche, mais que à chaque fois que vous placiez ces petits cailloux les uns sur les autres, vous gardiez à l'esprit cette vision de la pyramide que vous voulez construire. Quand on a ce genre de vision, quand on a ce genre de conditionnement mental, eh bien, on a tout simplement le cerveau qui est connecté sur une vision supérieure et sur un contexte extérieur à celui de l'exécution de son petit trade. Son degré de lâcher prise, le degré de lâcher prise du spéculateur est très important vis-à-vis des résultats à court terme, qu'ils soient positifs ou négatifs, que ces opérations se passent bien ou pas, que l'on arrive à mettre ce petit caillou ou pas. On a cette vision de la pyramide que l'on est en train de construire sur le moyen long terme. Et c'est ça, faire le choix de la progression. C'est faire le choix d'une vision supérieure pour gérer les emmerdes, les petits emmerdes au quotidien sur un référentiel de vie qui est inférieur. Donc ça, je vais être honnête avec vous, 10 ou 20 années de pratique ne pourront jamais nous apporter ce niveau de conscience en spéculation ou d'ailleurs dans n'importe quelle thématique de la vie. Être connecté à ce niveau de conscience supérieur, c'est un choix. C'est un choix que nous devons faire. Ce choix, on peut décider de le faire maintenant, tout de suite, ou on peut tout simplement décider de ne jamais le faire. À mon niveau, je ne peux que vous transmettre l'envie de faire ce choix, ainsi que les outils que j'utilise dans mon swing trading quotidien. Mais si vous n'avez pas les outils, vous ne serez pas capable de construire cette fameuse pyramide. De même que si vous avez les outils, mais que vous ne faites pas le choix de ce référentiel supérieur, d'avoir une vision supérieure, vous n'arriverez pas à faire de cette activité quelque chose de prolifique dans votre vie. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous ai mis un lien en description de cette vidéo qui va vous rediriger vers un cours gratuit offert de 7 jours où je vous explique comment je mets en place tout mon swing trading. Vous allez recevoir 6 emails. Ça se passe sur 7 jours, vous allez apprendre énormément de choses. Et puis pour tous les autres, tout ce que je peux vous encourager à faire, c'est de faire ce choix à partir d'aujourd'hui, de voir grand, de voir loin. Et quand vous faites un trade comme ça avec votre loupe, une fois que le trade est passé, larguez votre loupe, prenez de la hauteur,
et cultiver cette vision à 1000 trades. Allez, analyse du marché des cryptos. Cette semaine, on bute sur cette résistance sur le Bitcoin, la fameuse résistance qui définit la polarité entre le marché baissier et un potentiel marché haussier. Donc là, vous voyez, séance hebdomadaire de stabilisation. On va aller voir en journalier ce qui se passe. On est en train de former une petite consolidation. Donc il va falloir qu'elle mature, cette consolidation, que l'on ait ensuite un breakout, donc une cassure à la hausse pour tout simplement dépasser cette fameuse zone de polarité hebdomadaire et puis se retrouver dans un contexte potentiel de nouveau cycle haussier. On n'y est toujours pas, mais en tout cas voilà, la dynamique est en train de se construire. On va aller maintenant voir sur l'IOS. Donc l'IOS lui aussi il est toujours en train de faire face à cette zone de polarité en hebdomadaire. Donc cette semaine c'est une pause. Si on regarde un petit peu ce qui se passe en journalier sur l'IOS, on a eu donc un retournement de tendance avec une large base ici début 2019, une première petite consolidation dans cette nouvelle dynamique de hausse qui a été cassée par le haut, et donc là on est censé être entré dans une nouvelle dynamique moyen terme de hausse sur l'IOS. Mais en hebdomadaire, on a toujours cette fameuse résistance à dépasser qui est assez commune sur l'ensemble du marché des cryptos. Il faut vraiment qu'on la casse, qu'on la dépasse pour qu'on se retrouve dans la lumière. Et pareil, l'Ethereum, vous voyez, semaine de stabilisation ici. L'Ether, il est beaucoup moins puissant que les deux précédentes cryptos que je vous ai présentées. On n'est toujours pas sur la zone de polarité, on est plus bas. Cependant, vous le voyez, toute cette dynamique de baisse ici, elle est en train de se retourner puisqu'on a cette figure de retournement de tendance qu'on pourrait appeler une large base ou un double bottom. Et en journalier, hop, on a bien la cassure, donc large base, cassure de cette large base. Et ici, on reste au-dessus du pivot, au-dessus de la zone de la large base. Donc pour le moment, le marché des cryptos est en train de construire un retournement. On n'est toujours pas en bull market, en état de bull market. Cependant, voilà, les choses continuent dans le bon sens. Affaire à suivre. Analyse du sentiment de marché sur le CAC 40 avec dividendes bruts réinvestis. On commence par le marché européen. Donc vous le voyez, une semaine de hausse en plus. On arrive vraiment sur la zone haute du range. Donc là, il va falloir commencer à être sur la défensive parce que déjà, il n'y a pas énormément de patterns qui sortent sur les screeners européens. Il n'y a même pas grand-chose. Sur les screeners américains, c'est pas la même histoire. Mais sur le marché européen, il n'y a pas grand-chose. On arrive sur une zone un point dur sur laquelle les acheteurs vont commencer à être de plus en plus méfiants sur le fait d'accumuler des actions. Déjà, ils sont pas nombreux, je vous l'ai dit, sur le marché européen, mais on arrive sur une zone qui potentiellement doit être vendue. Donc, on peut très bien avoir un excès sur cette zone. On peut très bien aller chercher un peu plus haut avant de repartir dans le range. En tout cas, les screeners nous font savoir que la puissance des haussiers, la puissance des acheteurs, la force de frappe, elle n'est pas encore présente. Donc là, on va rester très méfiant sur cette zone de résistance sur le CAC avec dividendes bruts réinvestis. C'est probable, si on la passe là, c'est probablement pas que l'on est dans un bull market, ce sera probablement plus qu'on est dans un excès de volatilité lié au range qui est extrêmement large, qui est extrêmement volatile. Vous la voyez, cette vague en V-bottom qui est rare sur les indices. C'est fort, c'est intense, mais ça ne traduit pas derrière, si l'on a un petit excès et qu'on casse l'état d'un nouveau marché baissier, il faut qu'on ait ce signal sur toutes les places boursières américaines, européennes et qu'on ait nos screeners qui soient pleins d'opportunités. Ensuite, sur le CAC, petite et moyenne capitalisation, vous voyez que là, on en est loin du signal du bull market. On est simplement dans la zone bleue, dans la zone de range. Là, on a cassé la semaine précédente une petite consolidation qui durait depuis le début du mois de mars. On l'a cassé par le haut. Là, cette semaine, on confirme. Donc là, on va probablement aller chercher la première résistance qui est très proche, la deuxième et peut-être bien le haut du range.
Sur le DAX, donc l'indice allemand, idem, hein, la semaine précédente, on a réintégré la zone bleue qui est la zone de range, donc on n'est plus en situation de bear market, on n'est plus en situation de rebond dans une puissante vague de fonds baissière. Là, on a invalidé la situation de bear market la semaine précédente. Cette semaine, on stabilise, on est toujours dans le range. Il va falloir qu'on dépasse maintenant les plus hauts de ces deux petites séances hebdomadaires pour que la dynamique intra-range haussière se mette en place. Donc ça, si ça se met en place sur le DAX, si ça se met en place sur le CAC, petite et moyenne capitalisation, donc la dynamique de hausse repart au cours des prochaines semaines, ce qui est le scénario le plus probable. Et bien clairement, sur le CAC 40 avec dividendes bruts réinvestis, on va aller chercher plus haut. Pour autant, même si on sera dans une zone de bull market, on n'y sera pas puisque tout simplement, il faut que tous les indices, je vous le répète, mais américains et européens, se retrouvent à évoluer sur des plus hauts pour qu'on soit dans un bull market avéré. Donc voilà, ça c'est le scénario le plus probable au cours des prochaines semaines sur le marché européen. Donc on reste positif sur les indices, même si sur les screeners, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Sur le marché américain maintenant, les screeners sont un petit peu plus fournis. Donc là, on le voit, le Nasdaq arrive lui aussi à proximité de la zone haute du range. Donc là, très probablement, ça va commencer à poser problème. On verra comment ça se comporte sur nos screeners, hein. Je vous le répète, les indices boursiers, on ne les traite pas. On n'achète pas là, on ne vend pas là, on ne prend pas les positions en cours de tendance. C'est simplement quelque chose qui nous permet de jauger la température et de savoir dans quel type de money management l'on se pose. Est-ce que l'on se met dans un money management qui est agressif, c'est-à-dire quand toutes les places boursières du monde sont orientées à la hausse, on va avoir beaucoup d'actions qui vont décoller très fortement, on aura des accidents positifs de richesse, on aura beaucoup plus de trades qui seront facilement neutralisés, on aura beaucoup plus de trades gagnants et de trades. La minorité de trades très gagnants sera très gagnant, alors que quand on est dans une situation de range comme actuellement, on a moins de trades gagnants, on a moins de gros écarts à la moyenne sur la minorité de trades qui nous procurent des accidents positifs, tout simplement parce que le marché est moins fort. Donc, compte tenu de ce genre de conditions, on va tout simplement prendre moins de risques par trade de manière à être beaucoup plus sur la défensive. Donc, voilà, le Nasdaq, il a un potentiel sur les 2-3 semaines là, pour aller chercher la zone haute du range. Pour autant, si on la dépasse, on ne sera pas non plus dans un bull market. Je le répète, il faut que ce soit un état qui soit avéré sur toutes les places boursières européennes et américaines. Le SP500, hein, c'est la même genre de situation. Hein. On a un gros range, hein, vous le voyez, grosse volatilité. Là, on a cassé une petite consolidation. Donc, il y a une semaine. Cette semaine, on valide. Donc là, on va aller probablement chercher la zone haute du range et probablement faire une petite, voire peut-être une plus grosse incursion au-dessus. Pour autant, on restera sur un money management défensif sur les prises de position. Les screeners américains sont régulièrement gorgés d'opportunités. Il y a des choses intéressantes à analyser, il y a des trades intéressants à prendre, il y a des patterns qui sont tradables en hebdomadaire, en daily, etc. C'était quelque chose qui était devenu relativement rare au cours des 3-4 dernières années. C'était davantage le marché européen qui nous mettait dans ces conditions où il y avait pas mal de patterns intéressantes. Actuellement, sur le marché européen, c'est quand même la grosse disette, alors que sur le marché américain, il y a matière à faire. Encore une fois, tant qu'on est dans une situation de range, cette matière à faire, on l'implémente dans un cadre de money management qui est défensif, non pas agressif. Alors lorsque je vous parle de lancer vos screeners hebdomadaires, enfin vos screeners qui vont trouver des patterns en hebdo ou en daily, c'est le genre de contexte, de situation qui doit retenir votre attention, puisqu'un screener ne va pas faire que vous retournez des patterns qui sont parfaits, hein, des contextes idéaux. Il va aussi vous retourner énormément d'ordures, c'est-à-dire énormément de choses à mettre à la poubelle. Donc un screening, c'est 1 seconde par action, et à partir du moment où on a un contexte qui semble être propice, là on va passer un petit peu plus de temps. On va pas passer 1 seconde, on va passer 2, 3, 4, 5 secondes, voire mettre l'action en liste de surveillance pour revenir à la fin de sa séance de screening, à la fin de sa séance de routine quotidienne, qui doit, en règle générale, elle dure entre 15 et 30 minutes, savoir si on décide ou
ou pas de mettre en place un plan de trade sur l'action et une prise de position. Donc le genre de contexte est toujours le même. On a idéalement une large base. Donc c'est ce que vous voyez sur cette action GDDDY qui est une action cotée sur le marché américain. On a cette large base, extraction de la large base ici début 2017. On a une puissante tendance qui se met en place et là on a la première vraie grosse consolidation. Donc en hebdomadaire, une barre est égale à une semaine de cotation. Donc vous voyez que cette consolidation forme une tasse avec une anse, que l'anse, elle est vraiment très très serrée comparativement à la hauteur de la base. Vous le voyez, tac. Donc ça, en l'occurrence, c'est censé être un contexte de trading qui est propice tout simplement à une prise de position. Maintenant, quand on regarde la correction de cette pattern, vous voyez qu'on a quand même bien corrigé. Dans l'idéal, nous, ce que l'on aime, ce que j'appelle moi des patterns LSL, LSL c'est le nom de mon école de bourse, c'est des patterns qui ont des retraces beaucoup moins importantes et qui tutoient les plus hauts, donc avec un pivot proche des plus hauts et le breakout. Est-ce que l'on a ça ici? Non. Donc quand on veut vraiment trader la crème de la crème, eh bien tout simplement, même si ça c'est une pattern tradable, ce n'est pas la crème de la crème, donc on reste en dehors. Après, bien entendu, quand on a un petit peu de bouteille, quand on a quelques années d'expérience et que l'on souhaite multiplier les trades dans l'année pour s'exposer à plus d'accidents positifs de richesse, parce que l'on sait que suite à ce genre de contexte, on va avoir de grandes facilités de neutraliser le trade. Donc au pire, c'est un trade neutre sans perte ni gain ou avec un petit gain et avec moins de probabilité, un gros accident positif de richesse. On peut se permettre de multiplier ce genre de trade, mais il faut déjà avoir validé le fait que l'on sache reconnaître la qualité. Enfin, si c'est une pattern d'extrêmement bonne qualité ou de qualité juste tradable, quel est le contexte de marché derrière? Quel type de money management on utilise et est-ce que l'on est capable de vraiment s'astreindre au plan de trade que l'on est censé s'astreindre tout au long de sa vie, ou est-ce que l'on est toujours en train de se dire ah là je le sens plus, là je sens bien le breakout, là je le sens pas, allez je sors, je réentre. Il y en a qui font ça, j'ai lu des commentaires, d'ailleurs c'est marrant parce que c'est même dans l'école et c'est... Il y en a qui prennent position puis qui ressortent, qui disent j'aime pas quand l'action fait ça, etc. Ils respectent pas du tout le plan de trade. Alors que, c'est pas compliqué, un plan de trade, c'est chirurgical, c'est gravé dans le marbre. Il y a juste à prendre la position et puis après on se pose plus de questions. On a juste à surfer en respectant. Les seules questions que l'on se pose, c'est quand on prend la position, est-ce qu'on décide d'allouer cette cartouche de risque sur ce trade ou pas? Et quel pourcentage de risque on va mettre sur le marché. Et même ça, c'est tellement cadré qu'au final, le genre de questions, c'est pas vraiment des questions existentielles. C'est juste des « Ok, pourquoi, comment, tac, tac, tac », on met en place et c'est parti. Donc cette action... On le voyait, elle a une profonde base. Je vous ai passé la vue en journalier. On a ici cette anse qui est de bonne qualité. Sur le breakout, ici, on a les volumes qui sont venus. On reste proche du pivot. On est sur des niveaux de prise de position intéressants. C'est une pattern qui est tradable. Est-ce que c'est la crème de la crème? Certainement pas. Cependant, voilà, quand vous screenez les marchés, c'est tout à fait le genre de contexte qui doit retenir votre attention et quelle que soit l'unité de temps que vous décidez de trader. C'est-à-dire que si vous souhaitez trader des patterns comme ça, mais sur une unité de temps journalier, c'est-à-dire que là, au lieu que chaque barre représente une semaine de cotation, on aura exactement le même contexte, mais avec chaque barre représente une journée de cotation. Même pour ceux qui veulent aller sur de l'intraday, chaque barre représentera 1 heure ou 4 heures ou 30 minutes ou 10 minutes de cotation. Eh bien, c'est une fractale, c'est la même chose qui se duplique sur toutes les unités de temps. Après, en fonction des unités de temps, il est possible d'optimiser son plan de trade. Mais voilà, la logique reste la même. Cette logique permet d'exploiter ce qu'on appelle l'anomalie statistique du momentum, qui nous permet de surfer les tendances et de nous exposer à des accidents positifs de richesse. Donc, si vous souhaitez en savoir un peu plus sur cette fractale, sur comment est-ce que l'on swing trade les marchés, je vous ai mis en descriptif le lien d'une webconférence que j'avais donnée il y a quelques temps et dans laquelle je vais vous expliquer tout ça en détail. Vous allez voir, il y a un gros PDF aussi, c'est très dense. Si vous avez un petit peu de temps ce week-end, vraiment consacrez-le pour votre apprentissage. Ça va vous permettre de vous éviter dans le futur des erreurs qui vont vous coûter beaucoup d'argent,
puisque la plupart des erreurs que font les spéculateurs au début sont des erreurs par manque de connaissances et de sélectivité. Ils ne savent pas vraiment ce qu'ils font, ils vont à droite, ils vont à gauche, rien n'est structuré. Là, dans cette webconférence, je vais vous permettre de vraiment tout structurer votre approche. Vous allez voir, c'est vraiment du lourd. Donc le lien est en description de cette vidéo. Vous vous inscrivez par email, vous allez recevoir tout ça. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer par email. J'y réponds toujours dans la journée.